Je suis heureux de me tourner maintenant vers Marie Uli, qui va nous parler d'une autre modalité particulièrement utile en tout temps, mais tout particulièrement en ce moment. Marie est neuropédiatre, elle travaille à l'hôpital Necker, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Elle y a d'ailleurs une double appartenance, à la fois dans le service de neuropédiatrie et particulièrement le centre de référence déficience intellectuelle de cause rare et polyhandicap, et d'autre part le service de rééducation polyvalente pédiatrique. Marie est aussi la présidente du conseil médical et scientifique de l'Association française du syndrome d'Angelman. Et si elle est parmi nous ce matin, c'est notamment pour sa fonction de coordination de la plateforme de télémédecine dédiée au polyhandicap que l'ARS Île-de-France a mise en place. C'est une histoire qui remonte déjà à il y a quelques années. C'était au départ un projet, c'est toujours une réalité coportée par la PHP et le CESAP, puisque dès 2014, une plateforme, enfin un fonctionnement expérimental s'est mis en place qui réunissait déjà 11 sites médico-sociaux et 2 hôpitaux. Et depuis l'an dernier, depuis 2019, cette plateforme a pris une dimension complètement importante avec 52 sites médico-sociaux et 5 hôpitaux réunis pour donc cette télémédecine. Sans plus attendre, en vous remerciant, je vous passe la parole, Marie. Vous êtes la bienvenue. Bonjour à tous. Alors en préambule, je devais normalement faire cette présentation conjointement avec le docteur Isabelle Fontaine, qui malheureusement, compte tenu de la situation sanitaire, est très prise dans son établissement et n'a pas pu se joindre à moi. Donc j'ai inséré des petites vidéos ou recueilli des témoignages d'utilisateurs autres que hospitaliers, parce que je pense que c'est essentiel d'avoir des regards croisés. Ce projet, il est né en fin 2013, début 2014, où le CESAP, en lien avec les services de neuropédiatrie de la PHP, et notamment celui de Trousseau avec Thierry Billette, et puis celui de Necker avec Isabelle Deguerre et moi-même, on a répondu à un appel à projet dont l'idée était de mettre en lien et d'améliorer les liens à l'aide de l'outil, des outils de téléconsultation, de télémédecine, les partenaires du champ sanitaire et du champ médico-social, avec l'idée c'était que ce soit une demande qui parte du secteur médico-social et qui soit vraiment les acteurs de cet outil-là. Initialement, il y avait donc 9 établissements médico-sociaux qui étaient embarqués, qui ont été équipés. On a réfléchi ensemble, on se réunissait régulièrement pour construire cet outil ensemble en essayant de réfléchir aux besoins qu'on avait. Et puis, donc initialement, il y avait surtout 2 hôpitaux de la PHP qui étaient impliqués, mais l'objectif était de l'étendre à l'ensemble des services de neuropédiatrie de la PHP sur la région Île-de-France. Du coup, vous verrez les résultats, mais donc ce projet s'est construit avec, on a essuyé pas mal de plâtre, donc on a pu faire un certain nombre de téléconsultations. J'ai pas prévu de vous faire passer la vidéo qui est ici, mais par contre, je vous ai bien remis le lien parce que je pense que c'est une très jolie vidéo qui a été faite notamment à l'instigation de Madame Brédillot qui coordonnait le projet de l'époque et qui résume bien les attendus et les premières données sur cette expérimentation. Et puis, à l'issue de ce projet, l'ARS nous a sollicité à nouveau pour essayer d'étendre cette expérimentation à l'ensemble du territoire, donc de l'Île-de-France, et avec l'idée de l'étendre donc à une 50aine d'établissements médico-sociaux sur la région, et également d'inclure les services de soins de suite et réadaptation pour essayer d'avoir une visée la plus globale qu'il soit. Quand je dis établissements médico-sociaux, il y avait bien évidemment des IME, des IEM, mais également des services de soins à domicile. Diapositive suivante. Dans cette diapositive qui va s'afficher, je vous reprends un peu les résultats en résumé de cette première phase d'expérimentation. Nous avions eu plusieurs données qui étaient intéressantes. La première chose, c'est que au démarrage, on avait réalisé un peu un état des lieux du suivi neuropédiatrique de la population des enfants qui étaient accueillis dans ces 9 établissements.
Et on s'était aperçu, ou on avait confirmé que d'une part, il y avait à peu près 20% de la population qui n'avait aucun suivi neuropédiatrique en cours, qui n'avait pas de médecin référent dans un des centres hospitaliers universitaires de la région, et que parmi ceux qui avaient un neuropédiatre clairement identifié, quand on avait repris leur historique des consultations au cours de la dernière année, on s'était aperçu qu'il y en avait 40% qui n'avaient pas revu leur neuropédiatre depuis plus d'1 an, avec donc un suivi qui était un peu dispersé. On a donc mis en place l'expérimentation. Il y a eu, au cours de cette expérimentation, à peu près 200 téléconsultations qui ont été réalisées, et on a pu reprendre les données des 120 premières et les analyser pour notamment essayer de chercher quels avaient été les motifs principaux de ces téléconsultations. Et vous voyez qu'il y avait à peu près un tiers qui concernait la reprise du suivi pour un certain nombre de ces patients et faire du lien. Et puis, il y avait pas loin de 50% de la population où c'est des questions autour de l'épilepsie qui sont intervenues, puis un peu moins fréquemment des problèmes de comportement, de douleur, de sommeil, d'alimentation, de mouvements anormaux. Donc, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a cherché à voir finalement cette consultation, est-ce que c'était, entre guillemets, simplement un échange informel, mais qu'il n'en résultait pas grand-chose sur la prise en charge. Et en fait, on a pu montrer que quand même, dans 71% des cas, il y avait bien eu une adaptation médicamenteuse au décours de cette consultation, et ça avait constitué un acte médical avec des conséquences dans la prise en charge des enfants. Ce projet a été évalué par l'URQECO et ils ont fait une étude, alors qu'il y a eu des limites notamment du fait du peu de délai qu'on a eu pour l'inclusion, et ils sont intéressés à comparer un petit groupe d'enfants qui n'étaient pas suivis en téléconsultation, il y en avait 31, et un autre groupe où il y avait 27 enfants qui avaient été suivis en téléconsultation. Et en fait, ils se sont intéressés dans chacun des groupes à reprendre le nombre de consultations qu'il y avait eu dans l'année précédente, avant la mise en place de la solution de télémédecine, et puis à partir du moment où il y avait la solution de télémédecine, ils ont également regardé le nombre d'hospitalisations. Quand ils ont regardé les comparaisons entre les deux groupes, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de différence finalement significative entre les deux groupes. Par contre, de façon intéressante, on s'est aperçu que ce soit le groupe télémédecine ou le groupe sans télémédecine, ces patients-là ont vu augmenter leur nombre de consultations de suivi. Alors le bémol, c'est que le biais était que ça a été fait dans les deux services de neuropédiatrie qui étaient particulièrement impliqués et qui avaient notamment vu cette difficulté de perte de vue des enfants. Ils ont fait également une analyse de coûts. Donc, vous voyez que quand on voit les coûts qui ont été identifiés, ça aurait tendance à dissuader fortement le recours à la téléconsultation parce qu'effectivement, ça coûte cher, notamment lors de la mise en place. Mais en fait, ils ont fait également une projection et ils l'avaient fait notamment avec la population, je dirais, des établissements médico-sociaux qui étaient enrôlés, c'est-à-dire 9. Et ils voyaient que pour arriver à un équilibre, il fallait que les établissements fassent chacun 39 téléconsultations par an. Et donc, dès lors que l'on multiplie le nombre d'établissements équipés et le nombre de professionnels impliqués, il est beaucoup plus rapide d'arriver à un amortissement de l'investissement. Dans cette enquête, ils ont également fait passer des questionnaires de satisfaction sur la qualité de la consultation aux familles et il n'y avait pas de différence qui ont été retenues entre les deux solutions. Et puis, ils ont fait passer également des questionnaires auprès de professionnels dans les établissements médico-sociaux et le secteur sanitaire. Et globalement, ils ont reçu un accueil très positif, alors avec tous les biais que peut comporter ce type d'études sur les répondeurs. Mais un des résultats qui était assez intéressant, c'est que malgré tout ce qu'on peut entendre autour de ces solutions de télémédecine, il y avait quand même plus de 80% des utilisateurs qui disaient que c'est facile et on va en reparler après. Je dirais que l'un des apports majeurs de cette expérimentation, ça a été de créer un réseau et de renforcer des liens et des échanges entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Et c'est ça qui nous a motivés à poursuivre et renforcer cette expérimentation. Diapositive suivante.
Néanmoins, on avait bien évidemment identifié un certain nombre de difficultés sur ce projet. L'une des difficultés essentielles, c'est que côté sanitaire, notamment, en fait, ça s'était fait à moyens constants, c'est-à-dire que faire de la téléconsultation, bien sûr, il y a un outil technique, mais derrière, il faut qu'il y ait des humains et qu'on avait du mal à motiver les collègues, notamment au milieu hospitalier, parce qu'ils étaient très pris par les autres activités, qu'il n'y avait pas eu de temps attribué. Et donc, ça a été une des négociations majeures avec l'ARS, ça a été de dire, si on veut développer cette activité qui sera en supplément et qui ne sera pas pour remplacer exclusivement l'activité de soins hospitaliers, il va falloir financer un temps médical dédié auprès des experts. L'autre chose, c'est qu'on s'est aperçu, et on y reviendra, que c'est difficile de faire mener ce changement de mentalité et je dirais, d'appropriation d'outils techniques, surtout dans des univers qui peuvent être assez variés, d'aller dans des établissements qui ont chacun leur propre histoire, leurs propres expertises ou non dans le domaine informatique. Et pour ça, il nous a semblé indispensable qu'on soit plusieurs là-dessus, avec notamment une chargée de projet qui est dédié au secteur médico-social et qui fait le lien avec eux et qui travaille étroitement avec moi. Par ailleurs, il y avait des problèmes techniques, il y en a toujours un peu, on y reviendra, mais on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on soit en lien étroit avec les industriels et on y travaille régulièrement. Enfin, l'un des grands manques de cette première expérimentation, c'était que finalement, on avait des petits éléments d'évaluation qualitative, mais finalement pas de choses très détaillées sur qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche mieux et surtout peu de solutions évidentes sur comment améliorer l'utilisation de cet outil et d'en tirer des bénéfices concrets à faire remonter également aux autorités et pour permettre le déploiement auprès pour les patients qui étaient inclus dans ce projet-là. Et donc, on a d'emblée mis en avant le fait qu'il faudrait qu'on ait cette évaluation sérieuse qui appartient au domaine des sciences humaines et sociales. Et pour cela, avec le professeur Billette, on s'est rapproché d'équipes du Conservatoire national des arts et métiers, avec lesquels on a répondu à divers appels à projets, dont un qui est financé dès à présent par la CNSA et un autre pour lequel on doit être auditionné très prochainement. Diapositive suivante. Donc, les enjeux, je vous l'ai dit, c'était de développer les activités, de l'étendre aux autres établissements médico-sociaux de la région et services de soins de suite et réadaptation, et également d'impliquer d'autres spécialités, puisque bien évidemment, les neuropédiatres ont un rôle central à jouer, mais ils ne sont pas les seuls, et Dominique Juseau l'a rappelé tout à l'heure, on ne peut pas prendre en charge correctement ces enfants si on est tout seul. Diapositive suivante. Donc, on a ainsi constitué notre équipe et vous avez un peu un schéma de l'organisation. Donc, nous sommes organisés en une équipe de ce qu'on appelle de coordination régionale, donc je coordonne sur le plan médical, mais je suis aidée par ma secrétaire pour faire le lien notamment avec les autres hôpitaux de la PHP et par Madame Agnès Odonou qui fait le lien avec les établissements médico-sociaux. On a bien évidemment prévu d'enrôler un certain nombre d'établissements médico-sociaux et des SSR. Vous avez représenté les sites de la PHP. Et un autre élément important avait été d'emblée de se dire qu'on ferait des liens étroits également et qu'on inclurait l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques dans ce projet-là. Et c'est des travaux qui sont encore en cours. Tout ça sous la coordination également sous le chapeau de l'ARS et en faisant intervenir dans notre copile différents organismes gestionnaires et bien évidemment le siège de la PHP et avec un lien étroit avec les industriels techniques. Diapositive suivante. Donc, on s'est mis en mode projet. Je vais passer rapidement sur cette diapo pour vous dire que d'emblée, il a fallu initialement faire un peu un état des lieux de l'existant et puis essayer de recenser les besoins. Et puis, on était parti sur un projet de commencer le déploiement courant 2020 et vous verrez que le Covid a un peu fait changer les choses. Diapositive suivante. Pour commencer, diapositive suivante, s'il vous plaît. Ça met un petit peu de temps. Pour commencer, on a donc réalisé une enquête, alors auprès des établissements médico-sociaux, mais on a fait une enquête parallèle également dans les services de soins de suite et réadaptation, où on les a interrogés par le biais par voie électronique
sur comment ils étaient organisés en termes de présence médicale, en termes de personnel infirmier, personnel encadrant, éducatif. On les a interrogés sur la population accueillie en termes d'âge et pour confirmer avec la définition de polyhandicap qu'on avait remis, qui est la même que celle qui est prise dans le PNDS, ils accueillaient bien les enfants polyhandicapés. Et puis on leur a questionnés sur qu'est-ce qu'ils avaient à disposition comme ressources ou comme difficultés pour accéder aux soins. Et puis on les a interrogés sur est-ce qu'ils étaient prêts ou pas à nous rejoindre dans ce projet-là. On a envoyé cette enquête aux établissements médico-sociaux qui sont à l'annexe 24 terre de la région, à un certain nombre, enfin aux IEM également, et puis les IME qui avaient une annexe 24 avec, mais qui avaient dans leur projet d'établissement l'accueil de patients avec une déficience intellectuelle profonde, l'idée étant d'essayer de cibler un peu plus large pour être certain qu'on n'oubliait personne. On a ainsi contacté 123 établissements et finalement, dans les retours qu'on a eus, il y en avait 89 qui étaient effectivement concernés par cette population. On a envoyé tout ça de façon électronique, on a fait de multiples relances et je remercie grandement Madame Odonou qui a été très active là-dessus. Et puis on a établi un protocole d'analyse sur lequel on travaille encore parce que vous allez voir, c'est très riche. On peut avancer. Donc on a eu un taux de réponse qui était bien meilleur que celui qu'on attendait. On a eu 75% de répondants. Vous avez ici la cartographie des répondants sur le territoire. Donc on a à peu près maillé l'ensemble du territoire. Néanmoins, cette cartographie vous laisse aussi apercevoir que il y a des zones où on a très peu d'établissements d'accueil sur les régions Île-de-France, qui est néanmoins une région où on a bien conscience qu'on a beaucoup d'établissements, probablement par rapport à d'autres régions. Diapositive suivante. Ce qu'on a retenu de cette enquête dans les premiers résultats, c'est que pour 88% des établissements, ils avaient un médecin présent au moins à temps partiel, majoritairement un médecin généraliste. Pour une autre grande part, c'est un pédiatre. Je rappelle que c'était à la population pédiatrique qu'on s'est adressé. Néanmoins, 81% des établissements nous ont répondu avoir des difficultés d'accès aux soins qui concernaient l'accès à un médecin généraliste ou un pédiatre, à des organisations et des systèmes dédiés pour que faire en cas d'urgence, des difficultés pour accéder aux soins dentaires, donc on rejoint un certain nombre de problématiques qui ont déjà été évoquées, et puis des grandes difficultés pour accéder à un certain nombre de spécialistes. Les spécialités que je vous ai listées, c'est dans l'ordre de fréquence où ces besoins sont venus, donc la neuropédiatrie, de façon non surprenante, arrivait en tête. Je dirais en tête sous réserve qu'il y avait également la psychiatrie, la pédopsychiatrie qui était clairement quémandée par les établissements. Pourquoi ils pensaient avoir ces difficultés d'accès aux soins? On retrouve des choses qui ont déjà été évoquées, le fait qu'il y avait peu de professionnels sur le territoire, ou des professionnels qui sont non formés au handicap, les difficultés d'accès aux hôpitaux, des délais trop longs, des locaux pas adaptés, les troubles du comportement et de la communication avec des équipes qui ne savent pas suffisamment prendre le temps d'accueillir correctement ces personnes. Diapositive suivante. Cette diapo, je vais juste y passer très rapidement. C'est juste pour vous montrer ce chiffre en bas. C'est qu'on a réussi à collecter des données qui représentent un peu plus de 2400 enfants. Il y avait quand même un peu moins de 10% de jeunes adultes de plus de 20 ans qui étaient accueillis dans le cadre des amendements Creton. Donc, on a une population, ça représente une population assez considérable sur la région. On peut passer à la suivante. Au l'issue de ce questionnaire, 40 établissements supplémentaires en lien avec le secteur sanitaire, donc, et pour les spécialités que je vous ai listées également. Et il y avait également les 11 services de soins de suite et réadaptation sur 12 qui étaient prêts à nous rejoindre. Je ne vous ai pas mis là les résultats pour ne pas alourdir, mais on avait en gros des problématiques à peu près similaires qui étaient évoquées. Diapositive suivante. On a aussi, par le biais de cette enquête et par ailleurs de la reprise des contacts avec les établissements qui étaient déjà enrôlés, fait un petit peu un état des lieux d'où on en était. On s'était aperçu que certes, il y avait une demande assez importante pour nous rejoindre. Néanmoins, on notait quand même que les établissements qui étaient équipés avaient finalement assez peu recours
à cette solution, puisqu'il n'y avait eu que 44 téléconsultations réalisées sur l'année, qu'il y avait et qu'il nous a fallu analyser pourquoi. Alors c'est parce qu'on démarrait, qu'il y avait une coupure quasiment de 1 an entre la fin de l'expérimentation précédente et celle-ci. Il y avait quand même la difficulté à recruter des personnels motivés. Et puis le fait que au niveau des établissements sociaux, ceux qui avaient été formés ne l'étaient plus ou étaient partis ou avaient besoin de réactualisation. Et puis enfin, on avait surtout un gros souci qui était technique, c'est que la solution qu'on avait choisie depuis le début, enfin qu'on avait choisie, qui nous avait été proposée depuis le début, était assez lourde et complexe à utiliser. Diapositive suivante. Néanmoins, compte tenu de tous ces éléments, on a établi un peu le projet de ce qu'on comptait déployer dans le cadre de ce projet, avec une perspective de déployer 12 établissements initialement en 2020, établissements sociaux, et 4 services de soins de suite et réadaptation. Et donc, on en était là, je dirais, au mois de février dernier, quand la crise sanitaire est arrivée. Diapositive suivante. Quand la crise sanitaire est arrivée, on a bien évidemment tout de suite été contactés par nos correspondants au niveau de l'ARS qui nous ont dit il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va pouvoir assurer le suivi des enfants polyhandicapés en établissement médico-social ou quand ils vont rentrer à domicile. Et donc, la première chose, ça a été d'intégrer des éléments sur qu'est-ce qu'on fait pour les enfants polyhandicapés qui ont le Covid au niveau régional. Et donc, il y a eu, dans le cadre des recommandations ARS régionales sur la pédiatrie, un chapitre spécifique qui a été donné concernant les enfants polyhandicapés. L'autre chose, c'est que on a tous eu la consigne de limiter fortement les déplacements non urgents en milieu hospitalier. Et donc, on a décidé de transformer la plupart des consultations programmées et suivies en télé. Et puis, la question a été de réfléchir au maintien du suivi à domicile pour les enfants qui habituellement étaient en établissement médico-social, mais qui étaient de retour à domicile et donc n'avaient plus forcément ce suivi au quotidien. Enfin, la question a été pour la particularité des enfants qui avaient un parcours en soins palliatifs, de voir comment on s'assurait qu'il n'y aurait pas de difficultés pour leur donner accès. Et donc, on a réfléchi là aussi avec l'équipe Paliped à faciliter ce parcours. Diapositive suivante. Tout ça a été possible parce que d'un seul coup, en quelques jours, à la PHP, on a eu une création massive d'accès à la plateforme de téléconsultation régionale, qui est la plateforme Mortif, avec des facilités d'accès beaucoup plus importantes, et notamment à un outil qui est celui qu'on va utiliser désormais, qui est ce qu'on appelle la téléconsultation directe. En gros, c'est comme le Zoom que vous faites là. Quand vous prenez le rendez-vous, la plateforme envoie automatiquement un lien web où les utilisateurs n'ont plus qu'à cliquer sur le lien de connexion pour accéder à l'outil de téléconsultation. Il n'y a plus besoin de faire 10 manips pour accéder à l'outil de téléconsultation. L'autre chose, c'est qu'on a eu des actions de communication, et je remercie notamment Céline Geiger qui remplaçait Agnès Odonou pendant le congé maternité, qui a été très très active pour maintenir le lien avec tous les établissements médico-sociaux du projet, et notamment l'ARS et la plateforme Mortif ont permis un accès rapide et très facilité à tous les établissements médico-sociaux qui l'ont demandé, dès lors qu'ils étaient équipés d'une webcam et d'une connexion Internet, bien évidemment, pour avoir accès, eux, à cette plateforme et leur permettre donc de faire eux-mêmes, pour le coup, avec leurs usagers à domicile, des téléconsultations. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Dans le cadre de ce déploiement qui a été donc très rapide, on est finalement passé à cette cartographie où il y a eu, donc, dans le contexte de la crise Covid, finalement 19 établissements supplémentaires qui ont été équipés, 10 établissements médico-sociaux parmi les 12 qui avaient été sélectionnés pour 2020, 2 établissements de services soins de suite et réadaptation, et il y a en plus eu différents établissements qu'on n'avait pas forcément sélectionnés, voire qu'on n'avait pas contactés dans l'enquête initiale, qui étaient notamment des CAMS, et qui nous ont sollicités pour pouvoir bénéficier de cette solution. Diapositive suivante. Et ainsi, on a pu voir que pour le coup, de notre activité, vous voyez, alors vous avez à gauche de la diapositive l'activité en établissement médico-social et à droite dans les sites requis, notamment les données de Necker.
on est passé d'usages qui étaient très très faibles, puisqu'on avait 16 téléconsultations au mois de février, à d'un seul coup une montée majeure des usages, que ce soit pour les établissements médico-sociaux, c'est-à-dire eux-mêmes faisant des téléconsultations avec leurs usagers, ou pour les services hospitaliers. Le bémol est que dans les données du service hospitalier, il s'agit avant tout de téléconsultations qui concernaient des enfants polyhandicapés qui se trouvaient à domicile pendant cette période-là. Diapositive suivante. J'avais prévu de vous montrer un enregistrement que Madame Fontaine a bien voulu faire. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à lancer la vidéo et si vous allez bien l'entendre. Bien évidemment, de toute manière, les diapositives seront disponibles, mais elle reprend dessus comment elle a vécu les choses. Je suis médecin dans un établissement d'enfants polyhandicapés et autistes âgés de 0 à 18 ans. Et notre établissement a été confiné pendant la première vague de pandémie. Et nous avons dû fermer l'établissement aux externes et confiner des enfants à l'intérieur de l'établissement. La télémédecine nous a été d'un grand secours puisque les enfants confinés ici ont pu avoir leur consultation de surspécialité comme on les avait auparavant, même si c'était un peu plus compliqué pour les experts. J'ai pu moi-même utiliser cette plateforme pour assurer le suivi médical à domicile des enfants. On a été jusqu'à faire un changement de gastrostomie par visio. J'avais également sollicité le docteur Donoctan, qui est médecin pédiatre et MPR, qui travaille dans un certain nombre de CAMS, qui a la gentillesse de faire un enregistrement en sollicitant ses collègues. Bonjour, je suis Claire Donoctan, pédiatre et médecin de médecine physique et de réadaptation. Je travaille au CAMS du CESAP. Nous sommes 4 pédiatres sur 3 sites, Châtillon-Montrouge, Boulogne-Billancourt et Châtenay-Malabry, qui n'a ouvert qu'en avril 2019. Le 16 mars 2020, nous avons dû arrêter notre activité présentielle compte tenu du contexte sanitaire. Nous avons déployé des liens téléphoniques et demandé la création de comptes utilisateurs hortifs qui ont été activés et nous avons été formés la première quinzaine du mois d'avril. Nous avons contacté les familles pour différents motifs, des consultations de suivi, dont des restitutions de bilan, des questions médicales plus aiguës, douleurs, fièvre, suspicion de Covid dans l'entourage, à la demande des rééducateurs qui contactaient régulièrement les familles pour maintenir un lien dans certaines situations où les enfants n'avaient pas de suivi régulier par un rééducateur du CAMSP. Pour les admissions, les nouveaux patients, nous avons procédé en 2 temps, un temps distanciel, par téléphone ou par vidéoconsultation, pour un premier entretien, et éventuellement voir l'enfant en vidéo, permettant de reprendre les antécédents, l'histoire de la maladie, le développement, le mode de vie, les inquiétudes principales, confirmer ainsi l'indication du besoin de suivi au CAMSP et en expliquer le fonctionnement. Dans un second temps, lorsque les conditions l'ont permis, nous avons vu les enfants cliniquement sur site. Pour ces différents motifs, nous avons toutes les 4 utilisé le téléphone assez largement. Seuls 3 des 4 pédiatres ont utilisé la vidéo, soit par la plateforme Hortif, soit par d'autres plateformes. Les parents ont pu également nous envoyer des vidéos de leurs enfants prises en situation de vie quotidienne. Compte tenu de cette expérience de consultation, voici les limites que nous avons trouvées. Donc pour Hortif spécifiquement, il a fallu que nous acquérions du matériel comme des webcams car nos PC n'en étaient pas équipés. Ensuite, donc pour Hortif, il y a une fonction qui n'existe pas ou que je n'ai pas trouvée, qui était d'inviter 1 ou plusieurs personnes pour la consultation, que ce ne soit pas juste une consultation médecin, famille, mais éventuellement une consultation multidisciplinaire avec le kinésithérapeute ou un médecin hospitalier, ce qui a amené à choisir d'autres plateformes de vidéoconsultation et bien entendu des problèmes techniques de réseau
ou de matériel qui ont impliqué un changement rapide de mode de consultation lorsque ça ne marchait pas, soit en changeant vers une autre plateforme vidéo, soit en continuant la consultation par téléphone. Les limites de la vidéo de façon plus générale, c'est le côté intrusif, puisqu'on voit le domicile des personnes, ce qui peut être gênant pour certains. Et de mon point de vue, moi qui ai fait des consultations de mon domicile, il n'était pas non plus simple pour moi que la caméra, il fallait que je me positionne pour qu'on ne voit pas trop mon intérieur non plus. Pour la vidéo, donc l'examen de l'enfant est très difficile dans ces conditions, car l'enfant est soit attiré par l'écran ou au contraire il s'échappe à l'autre bout de l'appartement. Donc effectivement, au final, pour quel que soit le mode de consultation, téléphone ou vidéo, on a trouvé dans les limites qu'on avait une grande difficulté pour évaluer le développement, surtout des plus petits, des moins de 3 ans, et quel que soit l'âge, d'évaluer le développement du langage et des interactions. Bien entendu, les apports de ces nouvelles technologies ont été importants. Donc pour la vidéo, effectivement, on a pu voir l'environnement réel des familles. Quand le côté intrusif n'était pas trop compliqué, ça nous a permis de voir un peu l'espace de vie, le rangement, l'aménagement, les jouets, le matériel existant. La vidéo permet quand même d'apprécier la motricité. J'ai notamment en tête l'apparition d'une marche en équin que la maman nous a filmée, ce qui a permis effectivement de pouvoir réagir assez vite. Ou bien pour un enfant qui avait besoin d'une installation assise, nous avons guidé les parents pour qu'ils puissent prendre des mesures afin que nous puissions choisir un siège à leur prêter et d'aller plus rapidement directement à l'essentiel en présentiel à ce moment-là. Mode de consultation vidéo au téléphone, on a quand même été chanceux d'avoir ce mode-là dans ce contexte sanitaire pour accompagner les familles dans une période quand même très compliquée. On a pu prescrire ce qui devait l'être, Nexium, antalgique, réajustement de traitement anti-épileptique, et d'orienter les parents vers un médecin traitant ou vers un médecin hospitalier si besoin. En conclusion, évidemment, la vidéoconsultation ou la consultation par téléphone ne remplace pas une consultation présentielle, mais nous a permis vraiment de pouvoir accompagner les familles dans ce contexte sanitaire particulier. La grande limite vient pour l'évaluation plus fine du développement des plus petits ou l'évaluation du trouble des interactions ou du trouble du langage. L'intérêt qu'on voit, c'est pour les consultations intermédiaires de patients déjà bien connus, éventuellement en fin de prise en charge pour évaluer le relais du CALSP. Et pour finir, donc j'ai parlé uniquement des consultations médicales, mais il faut savoir que les rééducateurs, les assistantes sociales, les psychologues et l'équipe de direction ont également pu faire des consultations, des entretiens téléphoniques à distance, et que la vidéo a également été utilisée dans ce cadre. Voilà, donc je remercie effectivement mes collègues médecins, le Dr Bardozellus, le Dr Jeune et le Dr Dupont-Similac qui ont partagé leur expérience avec moi pour que je puisse vous la livrer, mais également toute l'équipe du CAMS qui a accompagné de façon bienveillante ces enfants et leurs familles dans des conditions inédites. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Donc, je vais peut-être garder la main, ce sera aussi simple. Donc, ce témoignage de Claire qui apporte une vision un peu différente. Alors, on pourra en discuter sur la question de l'évaluation clinique. Je pense qu'on n'a pas tous le même point de vue. C'est sûr que ça ne remplace pas un examen clinique, mais qu'il y a parfois des choses qui peuvent être surprenantes chez les petits. J'ai pour ma part eu certains enfants que j'ai vus et qui vers l'âge de 3-4 ans où ils sont parfois très remuants et très anxieux à l'idée de la situation d'examen, et finalement de pouvoir les observer dans leur environnement, mener des activités de jeu notamment, a pu apporter quand même des éléments importants. Donc ce qu'il y a de vrai, c'est que on est tous d'accord pour dire que ça ne remplace pas, mais c'est complémentaire. Et les témoignages, alors je vais pas avoir le temps de vous montrer aujourd'hui, mais d'une collègue ergothérapeute à l'hôpital et d'une collègue kinésithérapeute qui ont aussi développé alors ce qu'on appelle dans le jargon de la télémédecine le télésoin, le fait d'avoir une consultation de rééducation à distance ou un soin infirmier à distance, ça s'appelle du télésoin.
et qui ont trouvé effectivement des avantages avec des limites, mais notamment l'accès à cette situation écologique qui est le domicile des parents est clairement très intéressante. En bilan, pendant cette période Covid-19, on a vu donc une augmentation des usages, plus d'utilisateurs, notamment côté hospitalier, mais également en établissements médico-sociaux, des familles qui ont globalement adhéré, avec des familles qui ont pu me dire, ou à des collègues, ah mais tiens, ça serait bien qu'on fasse une fois sur deux en télémédecine plutôt qu'on se déplace à chaque fois, c'est long, c'est fatigant, c'est plus pratique pour nous. Et puis surtout, on a vu que ça a pu renforcer un peu le réseau des professionnels avec l'implication donc de nouveaux spécialistes médicaux, mais également de personnels, pas seulement médicaux, mais paramédicaux et du milieu éducatif qui ont clairement pu accompagner certains enfants via cette solution. Alors, vous avez vu dans le discours de Madame de Noctane, et je lui ai dit de faire part aussi du fait que tout ne se faisait pas par la visio, mais l'intérêt du téléphone ou autre. Et il y a d'ailleurs des équipes qui réfléchissent à qu'est-ce que le téléphone ou la visio apporte de plus ou pas, et notamment dans le domaine de l'épilepsie. Ça a fait émerger plusieurs choses. D'une part, on n'a pas du tout envie de se passer de pouvoir faire des téléconsultations, en tout cas pour ma part et celle de mes collègues hospitaliers qui ont fait avec les enfants et leurs familles à domicile. Ça nous donne vraiment des informations hautes sur comment ça se passe au quotidien. Ça nous permet éventuellement de rencontrer des fratries qui viennent pas forcément en consultation, d'avoir les deux parents en même temps. Et puis, ça fait émerger le besoin dont a parlé Madame de Noctane, le fait que c'est bien de pouvoir faire les visios à deux, mais l'équivalent d'un Zoom, c'est encore mieux. Et puis, l'intérêt du télésoin. Et puis, la question, c'est de pérenniser tout ça. Pour ça, pour vous dire, et je vais m'arrêter très rapidement là-dessus, c'est que on a vu une forte augmentation des usages, et puis vous avez vu, avec le déconfinement, il y a eu une forte diminution à nouveau des usages. Là, ça repart un petit peu, mais clairement, on voit qu'en situation de crise, on a su utiliser ces outils, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour diffuser et pérenniser cet usage et renforcer notre réseau. Et néanmoins, on parlait tout à l'heure de la question d'avoir des annuaires et de savoir à qui s'adresser. Dans le cadre de ce réseau, on a ainsi pu constituer un annuaire de 68 experts sur la PHP qui sont prêts à faire des téléconsultations pour cette population et qui a pu être diffusé aux établissements médico-sociaux partenaires. J'ai pas le temps de vous parler de ces perspectives de recherche et d'évaluation qui sont néanmoins passionnantes, mais ce sera, je l'espère, prochainement. Et là-dessus, pour vous remettre et remercier toute l'équipe qui travaille avec moi sur ce beau projet. Je vous remercie. Et en dernière petite information, il y a, et notamment si vous souhaitez assister, on organise, alors c'est plus pour les établissements qui feraient partie du réseau au niveau Île-de-France, mais un webinaire qui va avoir lieu lundi, et où notamment on reviendra et vous pourrez avoir les vidéos, les interventions de l'ergothérapeute et de la kinésithérapeute, mais de toute façon, mon PowerPoint est disponible et elles ont donné leur droit de diffusion à l'image, donc il n'y a pas de souci. Merci à tous. Merci beaucoup Marie pour cette présentation très précise, très objective dans les avantages et dans les difficultés et très contextualisée de ce nouvel outil, la télémédecine, à travers notamment les deux aspects, la téléconsultation et là vous avez abordé aussi, simplement cité, le télésoin. Beaucoup, on a plein de questions à poser, tant sur le plan, on va dire, de la forme technique, de la procédure, que sur le fond des choses. Je vais peut-être passer la parole à Jean-Claude pour te demander, Jean-Claude, si tu as des questions fortes à poser, puisqu'on est déjà à un horaire avancé de la matinée. Oui, bien sûr, il y a des questions. Je vais peut-être en prendre une, forcément faire de la frustration, mais je crois, docteur Uli, que les participants auront bien noté votre adresse et que vous risquez d'avoir quelques mails dans les jours qui suivent. Merci. C'était fait exprès. Merci. Je réponds pas instantanément, par contre, mais voilà. On nous demande comment s'articule ou pas, peut-être, enfin, si ce beau projet est en rapport avec le réseau des consultations Handiconsult. Est-ce que ce sont deux initiatives parallèles? Alors, c'est justement, ce sont 10 initiatives parallèles. Néanmoins, il y a, alors pour la région Île-de-France, il y a notamment des consultations Handiconsult qui sont développées, qui sont en cours de développement avec l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, qui ont plus, pour le coup, vont plus cibler les adultes.
Et clairement, moi, je me suis rapprochée du docteur Perrine Charles qui coordonne ce projet-là pour qu'il y ait un volet télémédecine dans ce projet et qu'on le développe conjointement. Parce que ce qui ressort quand même de cet élément-là, c'est que il y a l'outil, il y a la question de l'outil technique, il faut des personnes derrière. Et que c'est ce qu'on a essayé de faire passer comme message, c'est que je peux mettre à disposition l'outil à tout le monde. Par contre, c'est compliqué éventuellement d'aller chercher les partenaires. Et c'est ça qui prend le plus de temps finalement. C'est pas tellement d'apprendre à se servir d'un outil informatique. C'est derrière arriver à voir comment on va s'organiser, s'articuler. Et je vous parlais de l'annuaire. Bah, un annuaire, même si on a les bonnes personnes, arriver à réfléchir à comment on va organiser, etc., ça nous a pris 2 mois. Alors, ça peut paraître pas énorme, mais c'est 2 mois où il a fallu relancer les différents partenaires à plusieurs reprises pour voir comment on fait et comment on s'organise. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce projet, il lui manque clairement le versant et le pendant adulte. Et ça va faire l'objet des travaux aussi ultérieurs une fois qu'on aura bien lancé la dynamique en pédiatrie. Une deuxième question, Bruno? Une question qui va peut-être faire des jaloux, si je puis dire. Pour l'instant, est-ce que seuls les d'Île-de-France, est-ce que seuls les établissements d'Île-de-France peuvent accéder à cette ressource? Alors, la question, j'aurais tendance à vous dire, dans le cadre du projet tel qu'il est, et tel qu'il est financé, oui, en vrai, l'outil Hortif tel qu'on l'a et tel qu'on l'a fait évoluer, il permet aux experts d'envoyer un lien connexion à n'importe qui, y compris non, mais on n'a rien, c'est chiant. Il y a ça, c'est ils ont fait ça, mais il n'y a pas de rideau. J'ai pas envie de dire punaise au soleil, mince. Est-ce que vous pouvez il y a des personnes dans l'assistance qui ont leur micro ouvert. Vous m'entendez? Ah, il a pris des pommes en dessert, il est mignon, on tiendra toute la journée. S'il vous plaît, il y a des personnes dans l'assistance qui ont un micro ouvert inutilement, si vous avez la gentillesse. Allô? Allez-y. Ouais, donc je disais que dans l'absolu, le projet, il est à destination de l'Île-de-France et les collègues qui font partie de l'annuaire se sont engagés à participer au titre des patients d'Île-de-France. Mais en tout cas, c'est un outil qu'on utilise nous dès à présent, alors pas que dans le champ du polyhandicap, hein, d'ailleurs, pour faire des téléconsultations de neuropédiatrie autres. Et bien évidemment, on le laisse ouvert pour d'autres régions et nos patients, on les suit par ce moyen-là, même s'ils ne sont pas en Île-de-France. Mais ça, je dirais que c'est un peu à la discrétion du praticien. Alors ça, c'est pour ouvrir notre accessibilité en tant qu'expert au niveau de la PHP. Par contre, en tant que pour vous, par exemple, Monsieur Paulet, si vous vouliez développer cet outil-là, pour le coup, la plateforme Hortif, c'est une plateforme régionale. Et donc, c'est clairement pas celle-ci qu'il faudrait que vous utilisiez, même si finalement, l'outil technique sera peut-être similaire. Mais et on avait notamment pendant la crise Covid, on a un établissement de l'Oise qui a voulu nous rejoindre, qui est un établissement du CESAP. Et en fait, on a réussi pendant la crise Covid à le rattacher à un établissement du réseau parce que c'était indispensable qu'ils puissent y accéder. Mais pour la suite et la pérennisation du projet, ils nous ont demandé l'ARS nous a dit que eux, pour le coup, bien évidemment, ne financeraient pas cette partie-là. Et en tout cas, c'est un travail, je pense, qui peut être remonté auprès des ARS et une expérimentation qui peut être remontée auprès des ARS là-dessus. Alors, j'avais été, moi, sollicitée l'an dernier, on l'avait présenté, il y avait eu le Tour de France des territoires sur la télémédecine qui avait été diligenté, je pense que par la DGOS, je ne saurais plus vous dire, et où il a été présenté, donc il y avait d'autres territoires que l'Île-de-France qui étaient présents. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Claude, as-tu une dernière question?
Alors, je vois, il y a des questions, notamment sur, j'ai les ai sous les yeux pour comment assister au webinaire. Sur la dernière diapositive, vous avez notamment les coordonnées de Madame Odonou. Je vais marquer son adresse là. Il faut lui envoyer un mail. Est-ce que vous avez la gentillesse de la réafficher, Marie, la dernière diapo, si c'est possible? S'il vous plaît. Parce qu'effectivement, ce webinaire soulève beaucoup d'intérêt. Vous avez dit que c'était lundi prochain. Oui. En sachant qu'il sera aussi enregistré, donc on va tâcher de pouvoir le diffuser derrière. Pendant que la diapo arrive, est-ce que vous pouvez nous dire si un établissement médico-social s'intéresse, enfin voudrait développer cet outil, est-ce que les contraintes humaines, techniques sont lourdes pour lui, ou y compris la formation, ou est-ce que c'est finalement un outil d'accès assez simple? Alors, je dirais que le premier prérequis, enfin il y a deux prérequis, c'est d'avoir envie, et le deuxième, c'est d'avoir un bon réseau Internet, parce que par contre, si on n'a pas d'accès au réseau, ça marche pas bien. Non, je dirais même que c'est aujourd'hui accessible depuis n'importe quel smartphone ou tablette. La question après, c'est celle de la qualité des échanges vidéo, et c'est vrai que si c'est une activité qui doit être pérennisée, nous, on incite fortement les établissements à s'équiper. Et là, effectivement, il y a une démarche un peu plus lourde. Mais aujourd'hui, je dirais que, et c'est le message que nous, on transmet aux établissements avec qui on a été en contact, c'est qu'aujourd'hui, ils envoient un mail pour demander une téléconsultation avec l'un des professionnels de l'annuaire. Et dès lors qu'ils ont une webcam, un micro et un débit Internet, ça peut s'organiser rapidement. Donc, vous nous dites que la prise de rendez-vous se fait par l'envoi d'un mail. Alors maintenant, ouais. Avant, on avait un agenda qui avait été, ça a été dans les outils techniques et dans les plates qu'on a essuyées. On avait essayé d'avoir un système comme Doctolib, on va le dire, qui était, on mettait nos disponibilités, les usagers pouvaient aller s'inscrire directement. Et ça, pour des soucis techniques qui ne sont pas parfaitement clairs, ça n'a pas été possible et ça ne l'est toujours pas à l'heure actuelle. Donc, on est revenu à la bonne solution de contacter le secrétariat, mais en ayant rendu lisible les contacts mail des personnes à contacter, parce que je pense qu'on a tous essayé de joindre un secrétariat hospitalier par téléphone, on y passe des heures et c'est compliqué. Donc, c'est des secrétariats qui sont informés, qui sont contactés et qui savent de quoi on parle quand ils vont être sollicités. Et il y a certains médecins qui ont préféré d'ailleurs que ce soit eux-mêmes qui soient contactés directement. Donc, c'est l'annuaire, ça a été vérifié avec les experts qu'on donnait les coordonnées de la bonne personne à contacter pour cette activité. Peut-être pour en guise de conclusion et pour élargir, pourrait-on, puisque bon, notre colloque est international et nous avons nos amis africains qui sont en ligne et qui se demandent si on pourrait élargir et avoir ponctuellement un avis expert. Alors peut-être pas bien sûr dans ce cadre-là, mais dans le cadre plus général de la télémédecine, est-ce qu'on pourrait imaginer des consultations transfrontalières? Je dirais que la réponse, c'est l'outil technique, oui, le permet. Après, la question, elle est la même finalement que celle qu'on a eue pour l'expérimentation. C'est que derrière la technique, il y a des humains et que c'est un temps important. Et donc, enfin, je dirais que ponctuellement, c'est organisable, mais sur des activités plus régulières, clairement, on va très vite être débordé. C'est pour ça que même au niveau national, je disais que dans l'absolu, oui, c'est possible. Mais à l'heure actuelle, quand même, notre politique, elle est de dire c'est pour les patients qu'on suit et qu'on connaît déjà et que ça facilite. Après, l'idée, c'est que ça se développe localement dans d'autres territoires que sur l'Île-de-France. L'Île-de-France a bien évidemment pas vocation à gérer toute la France. Et en plus, je pense que ça aurait aucun intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de développer le réseau local, que les gens se connaissent les uns avec les autres et qu'on trouve des solutions de proximité. Merci beaucoup. Je crois que nous allons clore là notre matinée. Merci beaucoup, Marie, parce que vous nous ouvrez aussi des perspectives et vous avez tout à fait raison. Il faut, et c'est déjà d'ailleurs en cours, bien sûr, que dans chaque région puisse se développer ainsi une telle de télémédecine. Mais bien sûr, c'est déjà en cours, mais bon, pas forcément dans le domaine particulier de la neuropédiatrie notamment, qui est le vôtre.